Le fossoyeur m'a saisi le bras alors que je m'éloignais du cercueil de mon père. Demian Vissarionovitch. Sa voix était basse, pressante. Je dois vous dire quelque chose. Pas maintenant, ai-je répondu en essayant de me dégager. Ma mère attendait près de la voiture. Les autres personnes présentes se dispersaient. J'avais encore dans ma poche le texte de l'éloge funèbre que j'avais à peine réussi à prononcer sans m'effondrer. Mon père était mort. Vissarion Sokolov, 66 ans. Une crise cardiaque, disait-il, on l'avait trouvé dans son bureau 3 jours plus tôt, affalé sur son bureau, parti avant même l'arrivée de l'ambulance. J'avais passé les dernières 72 heures à organiser les funérailles, à consoler ma mère et à essayer de tenir le coup pour ma femme et mes enfants. Je n'avais pas de temps à accorder à ce que ce vieil homme voulait me dire. Votre père m'a payé, dit-il. Je m'arrêtai net. Payé pourquoi? Le fossoyeur, un homme marqué par les intempéries d'une 50aine d'années, de la terre sous les ongles et les yeux de celui qui a vu trop d'enterrements, se rapprocha, payé pour enterrer un cercueil vide. Le monde bascula. J'eus le vertige, comme si le sol sous mes pieds s'était soudainement transformé en eau. Arrêtez de plaisanter. Mon père est mort. J'ai vu son corps lors de la mise en bière. Vous avez vu ce qu'il voulait que vous voyiez. C'est insensé. Il y a eu une veillée. Les gens ont signé le registre. Ma mère a embrassé son front. Le fossoyeur pressa quelque chose dans ma paume. Une clé. Une petite clé en laiton avec le numéro 17 gravé dessus. Qu'est-ce que c'est? Ne rentrez pas chez vous. Sa voix tomba dans un sifflement. Allez au box 17. Le complexe de stockage sur l'autoroute fédérale M4. Votre père a laissé des instructions. Des instructions? Il est mort d'un infarctus il y a 3 jours. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère, viens à la maison seul. Je fixai l'écran. Quelque chose clochait. Ma mère n'écrivait jamais comme ça. Court, impératif. Pas de « fiston » ou de « mon chéri », comme elle le faisait toujours. Le fossoyeur vit l'écran. Son visage pâlit. N'y allez pas, dit-il. Quoi que vous fassiez, ne rentrez pas chez vous. Pas encore. Allez au box 17 maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague macabre? Votre père a dit que vous poseriez des questions. Il a dit que vous étiez avocat et que vous aviez toujours besoin de preuves. Il fouilla dans sa poche et sortit une enveloppe jaunie et usée. Il m'a donné ça il y a 20 ans. Il m'a dit de vous la remettre si jamais je devais vous donner la clé. Je pris l'enveloppe. Mon nom y était écrit de la main de mon père. Il y a 20 ans. Il a planifié ça depuis très longtemps, mon fils. Quoi qu'il y ait dans ce box, il voulait que vous le trouviez. Et quoi que signifie ce message? Il fit un signe de tête vers mon téléphone. Votre père craignait cela. Il en avait assez peur pour simuler sa propre mort. Il se détourna et s'en alla, disparaissant entre les pierres tombales. Je restai seul devant la tombe de mon père, serrant une clé dans une main et une enveloppe dans l'autre. Le cercueil derrière moi était vide. Le message de ma mère brillait sur l'écran, et plus rien dans ma vie n'avait de sens. Je n'allais pas à la maison. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct, peut, être. L'expression du fossoyeur, l'étrangeté du message de ma mère. Ou peut, être était-ce à cause de l'enveloppe. Je l'ouvris dans ma voiture, garée au bord du cimetière, mes mains tremblaient si fort que j'eus du mal à déchirer le bord. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, couverte de l'écriture de mon père. Demian, si tu lis ceci, c'est qu'Arkhip t'a remis la clé, ce qui signifie que j'ai dû disparaître. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu es confus, en colère et probablement convaincu qu'il s'agit d'une farce complexe. Ce n'est pas le cas. Tout ce que je vais te raconter est vrai. Et je suis désolé, plus désolé que tu ne peux l'imaginer, d'avoir dû te cacher cela si longtemps. Va au box 17 sur la M4. La clé ouvrira la porte. À l'intérieur, tu trouveras tout ce qu'il faut pour comprendre. Mais Demian, et c'est le plus important, ne rentre surtout pas chez toi. Pas avant d'être allé au dépôt, pas avant d'avoir compris ce qui se passe. Si tu as reçu un message de ta mère te demandant de venir, surtout s'il semble froid ou inhabituel, n'y va pas. Ils l'ont capturé. Ils l'utilisent pour t'atteindre. Je t'expliquerai tout. Je le promets. Ne fais confiance à personne, sauf à la femme au dépôt. Elle s'appelle Varvara Pavlovna. Elle t'attend. Je t'aime, mon fils. Je t'ai toujours aimé. Et tout ce que j'ai fait était destiné à te protéger, toi et ta famille. Va au box 17 immédiatement. Je relus la lettre 3 fois. Puis je démarrai et roulai vers l'autoroute. Le terminal de stockage était un immense complexe en périphérie, des rangées de hangars métalliques, des caméras de surveillance, une clôture avec du fil barbelé. À l'administration, une femme m'attendait. Demian Sokolov. Elle avait environ la cinquantaine, un air professionnel, un regard perçant et la posture d'un militaire ou d'un agent des services secrets. Elle était en civil, mais elle dégageait une aura de fonctionnaire d'État. Varvara, colonel du FSB, Varvara Pavlovna. Elle montra rapidement sa plaque et la rangea. Votre père a dit que vous viendriez. Suivez-moi. Attendez, le FSB?
Quel rapport le FSB a-t-il avec mon père? Tout sera expliqué, mais pas ici. Elle jeta un coup d'œil aux caméras. Nous sommes surveillés. Il faut bouger. Elle me guida à travers le labyrinthe de hangars, passant devant les numéros 1 à 16, jusqu'à atteindre un box tout au bout du complexe. Le numéro 17. Utilisez la clé, dit Varvara. J'insérai la clé de laiton dans la serrure. Elle tourna sans effort. Le verrou claqua. Je soulevai le rideau métallique, et mon père se leva d'une chaise à l'intérieur. Démian. Il paraissait plus vieux qu'à la veillée, plus fatigué, mais vivant. Indiscutablement, incroyablement vivant. Papa. Je sais, mon fils. Je sais que c'est beaucoup, mais entre et ferme la porte avant qu'on ne nous voie. J'entrai. Varvara suivit, abaissant le rideau. L'espace était plus grand que prévu. Ce n'était pas un box ordinaire. C'était une planque entièrement équipée, un lit de camp, un petit réfrigérateur, des moniteurs affichant les caméras de plusieurs endroits, un mur couvert de photos, de documents, de cartes reliées par des fils rouges comme dans un thriller. Et au centre de tout cela, mon père, Vissarion Sokolov, l'homme que j'avais enterré 1 heure plus tôt. Comment? Fut le seul mot que je pus prononcer. Assieds-toi, mon fils. Il désigna une chaise pliante. Ça va prendre du temps. Je m'assis. Mes jambes ne m'auraient de toute façon plus porté. À qui était le corps aux funérailles? Un cadavre de la morgue de la faculté de médecine. Même taille, même carrure. Les pompes funèbres ont été payées pour ne pas poser de questions. Il marqua une pause. J'ai planifié ça pendant des mois, Demian. Depuis que j'ai appris que Victor Kriuk sortait de prison. Victor Kriuk? C'est qui? Mon père échangea un regard avec Varvara. Puis il soupira. Il est la raison pour laquelle je t'ai menti toute ta vie d'adulte. L'histoire prit 2 heures à raconter. En 1995, mon père avait 37 ans, il était un comptable prospère avec de nombreux clients riches. L'un de ses clients était Victor Kriuk. Sur le papier, Kriuk dirigeait une entreprise d'import-export. En réalité, il était l'un des plus grands blanchisseurs d'argent de tout le Nord-Ouest, nettoyant l'argent pour des organisations criminelles de Saint-Pétersbourg à Moscou. Mon père ne l'a pas su au début. Il voyait juste des chiffres, des dépôts, des transferts, des sociétés écrans, il lui fallut 6 mois pour comprendre ce qui se passait. À ce moment-là, il était déjà trop impliqué. J'aurais pu simplement partir, dit-il. Faire semblant de ne rien remarquer, c'est ce que la plupart des gens auraient fait. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je suis allé au FSK, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Il fit un signe de tête vers Varvara. Elle était mon agent de liaison, elle avait 28 ans, elle débutait. Ils l'ont mise avec moi parce que personne ne croyait que l'affaire aboutirait. Elle aboutit, intervint Varvara. Votre père a porté un micro pendant 2 ans, a rassemblé assez de preuves pour faire s'écrouler tout l'empire de Kriuk. Des centaines de millions de roubles blanchis, des liens avec 6 groupements criminels différents. En 1998, j'ai témoigné, continua mon père. Kriuk a été condamné à 25 ans, régime sévère. Il marqua une pause. Je devais entrer dans le programme de protection des témoins, mais les services m'ont convaincu que la menace était passée. Kriuk devait mourir en prison. Il disait que son organisation était démantelée. Je pouvais vivre une vie normale. Et tu les as crus? Je voulais y croire. Ta mère et moi venions de nous marier. Nous voulions des enfants. Je ne pouvais pas imaginer élever une famille en me cachant sans cesse. Alors tu es resté. Je suis resté. J'ai changé mes habitudes. Je suis resté vigilant. Mais les années ont passé, j'ai baissé ma garde. Kriuk était derrière les barreaux. Ces hommes s'étaient dispersés. Je pensais que c'était fini. Il se leva et s'approcha du mur de photos. Il y a 3 mois, Victor Kriuk a été libéré. Sur la photo, on voyait un homme d'une 60aine d'années, les cheveux gris et les yeux froids, le visage de quelqu'un qui a passé un quart de siècle à nourrir sa vengeance. Libération conditionnelle, dit mon père avec amertume. Et le jour où il est sorti, il a commencé à rassembler ses forces. Pourquoi faire? Pour ça. Il désigna une autre partie du mur. Des photos de notre famille. Moi, maman, Tésia ma femme, Zlata et Demid, mes enfants. Mon sang se glaça. Il nous traque. Tout le monde. Toute la lignée des Sokolov. Il a eu 25 ans pour penser à ce que je lui ai fait, 25 ans pour un plan de vengeance. La voix de mon père trembla. Il veut détruire tout ce que j'aime, Demian, et ensuite il veut me tuer. Lentement. Comment tu le sais? Varvara s'avança. Nous avons des informateurs dans son entourage. Dès que Kriuk est sorti, il a commencé à rétablir ses anciens contacts. En 1 semaine, il avait une équipe. En 1 mois, il avait un plan. Un plan pourquoi? Tuer toute votre famille, trancha-t-elle. Votre mère, votre femme, vos enfants tous, en forçant votre père à regarder. J'eus la nausée. Littéralement. Mon estomac se noua, ma tête tourna. C'est pour ça que j'ai simulé ma mort, dit mon père. Si Kriuk pense que je suis mort, il pourrait perdre tout intérêt.
Décidé que la vengeance n'en vaut pas la peine si la cible est déjà dans la tombe. Mais le message de maman. Le visage de mon père s'assombrit. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas rentrer chez toi. Ils l'ont prise. Nous n'en sommes pas sûrs à 100%, mais ce message, ce n'est pas elle. Trop sec. Ta mère ne m'écrirait jamais comme ça. Très probablement, les hommes de Kriouk sont chez toi en ce moment et attendent ton apparition. Je sortis mon téléphone et appelai ma femme. Tésia répondit à la deuxième sonnerie. Démian, comment se sont passées les funérailles, quand seras-tu là? Tu es où? Chez tes parents. Ta mère nous a invités à déjeuner après la cérémonie. On vous attend, elle et toi. Mon cœur s'arrêta. Maman n'est pas là? Non, elle a dit qu'elle devait s'occuper d'une affaire après le cimetière. Elle nous a dit d'y aller et de faire comme chez nous. Un silence. Démia, tout va bien? Tu as une voix bizarre. Tésia, écoute-moi très attentivement. Prends Zlata et Demide et quitte cette maison immédiatement. Quoi? Pourquoi? Je ne peux pas expliquer. Fais-moi confiance. Prends les enfants et va dans un endroit bondé. Un restaurant, un centre commercial, n'importe où il y a du monde. Et ne dis à personne où tu vas. Démian, tu me fais peur. Je sais. Pardonne-moi, mais fais-le tout de suite. Un long silence, puis, d'accord. On s'en va. Appelle-moi quand tu seras en sécurité. Et Tésia, ne retourne pas à notre appartement. Pas avant que je te le dise. Je raccrochai et me tournai vers mon père. Tésia et les enfants sont chez vous. Les hommes de Kriouk pourraient être là. Ils n'y sont pas, Varvara vérifiait quelque chose sur son téléphone. Nous surveillons votre maison. 2 hommes y sont arrivés il y a 1 heure. Ils sont à l'intérieur, ils attendent. Ils attendent qui? Soit vous, soit votre mère. Le premier qui apparaîtra, où est ma mère? Le visage de mon père était sombre. C'est ce que nous devons découvrir. Les 3 heures suivantes furent un tourbillon d'événements. Varvara appela son groupe 6 agents opérationnels qui suivaient la situation de loin. Ils installèrent un centre de commandement directement dans le box 17, traquant les mouvements de Kriouk. Nous apprîmes que ma mère avait été enlevée sur le parking du cimetière. Les caméras avaient enregistré un SUV noir, 2 hommes qui avaient plaqué quelque chose sur son visage, probablement du chloroforme, et l'avaient poussé dans la voiture. Ils l'ont prise pour vous attirer, expliqua Varvara. Kriouk sait que les funérailles étaient bidons. Il n'est pas stupide. Il sait que Vissarion est vivant. Comment? Nous ne sommes pas sûrs. Être-t-il quelqu'un dans l'agence funéraire? Être-t-il surveillé plus longtemps qu'on ne le pensait? Elle secoua la tête. C'est sans importance. Ce qui compte, c'est qu'Anilla est entre ses mains, et il s'en servira comme appât. Et qu'est-ce qu'on fait? Donnons-lui ce qu'il veut, dit mon père à voix basse. Papa, pas toi. Il se leva. Kriouk veut se venger de l'homme qui l'a mis derrière les barreaux. C'est moi. Si je me livre, il lâchera ta mère. Tu ne peux pas en être sûr. Je connais Victor Kriouk. J'ai passé 2 ans à l'écouter à travers des micros. Il est cruel, mais pragmatique. La mort d'une femme âgée ne calmera pas sa soif. Ma mort, si, c'est de la folie. Tu ne peux pas juste. Démian. Mon père posa ses mains sur mes épaules. J'ai vécu 25 ans avec la culpabilité. Pas pour avoir témoigné, c'était la bonne chose à faire. Mais pour avoir exposé ma famille au risque, de t'avoir laissé grandir sans connaître la vérité, de t'avoir regardé construire une vie qu'un monstre que j'ai aidé à créer pouvait détruire à tout moment. Tu ne l'as pas créée. Non. Mais j'ai remué le nid de guêpe et j'ai fait comme si elle n'était plus là. Il sourit tristement. C'est ma chance de tout réparer. De te protéger, toi, ta mère, ta femme et tes enfants. D'en finir enfin. Varvara s'avança. Il y a un autre chemin. Nous nous tournâmes tous les deux. Kriouk veut une confrontation? Bien. On va lui en donner une, mais à nos conditions. Le plan était dangereux, risqué, le genre de plan qui marche au cinéma, mais qui mène souvent à la tragédie dans la vie. Mais c'était le seul plan. Les hommes de Kriouk avaient été tracés jusqu'à un entrepôt désaffecté dans une zone industrielle au bord de la rivière. Un vieux terminal portuaire qui n'était plus utilisé depuis des années. L'endroit idéal pour une vengeance silencieuse. Mon père devait entrer le premier, désarmé, les mains levées. Je devais le suivre, protégé par 2 agents dans l'ombre. À l'intérieur du hangar vaste et lugubre, seules quelques lampes industrielles au plafond diffusaient une faible lumière. Au centre de ce cercle de lumière, entouré de 6 hommes armés, se trouvait Victor Kriouk. Il ressemblait exactement à la photo, cheveux d'argent, yeux de glace, l'immobilité d'un prédateur. Et à côté de lui, attaché à une chaise, se trouvait ma mère. Vissarion Sokolov. La voix de Kriouk résonna dans le hangar. Je savais que tu n'étais pas crevé. Ces funérailles étaient un beau geste. Très dramatique. Lâche-la, Victor. C'est entre nous. Entre nous? Kriouk éclata de rire, un rire rauque et déplaisant. Tu m'as pris 25 ans. 25 ans dans une boîte en béton où je n'ai rien fait d'autre que penser à ce que tu m'as volé. Mon business, ma réputation, ma vie. Il s'approcha de ma mère.
Tu penses que je vais juste te laisser entrer et négocier? Je ne négocie pas. Je propose ce qu'il te faut. C'est moi. Prends-moi et laisse ma famille tranquille. Ta famille? Kryuk balaya l'entrepôt du regard. Ton fils est là aussi, n'est-ce pas? Caché quelque part dans les ombres. Je sens sa peur. Mon sang reflua de mon visage. Il n'est pas là. Je suis venu seul. Ne me mens pas, Vissarion. J'ai eu 25 ans pour apprendre la patience. Il sortit un pistolet et le pressa contre la tempe de ma mère. Où je commence à tirer, et on verra qui sortira. Arrête. Le cri m'échappa avant que je ne puisse réfléchir. Je sortis de l'ombre les mains levées. Je suis là. Ne la touche pas. Kryuk sourit. Le voilà. Demian Sokolov, l'héritier. Il fit un signe à ses hommes. Amenez-le-moi. 2 brutes me saisirent par les bras et me traînèrent au centre de la salle. Je fus jeté à genoux à côté de mon père. C'est bien mieux comme ça, dit Kryuk. Toute la famille est réunie. Presque. Tésia et les enfants sont très loin, dit mon père. Tu ne les trouveras jamais. Je t'ai bien trouvé. Et ta femme aussi, Kryuk haussa les épaules. Je les trouverai bien, mais d'abord. Il leva son pistolet. D'abord, je vais t'obliger à regarder ton fils mourir. Tout comme j'ai regardé mon empire s'effondrer. Morceau par morceau, personne par personne. Victor, attends. Assez attendu. Kryuk braqua le pistolet sur ma tête. 25 ans, c'est bien assez long. Je fermai les yeux, pensant à Tésia, Zlata, Demid. Pardonnez-moi, pensai-je. Je suis désolé. Le coup de feu fut assourdissant. Mais je ne mourus pas. J'ouvris les yeux et vis un chaos total. Les forces spéciales du FSB faisaient irruption par tous les accès, des éclairs de lampe torche coupaient l'obscurité, des ordres vocaux résonnaient. Les hommes de Kryuk s'agitaient. Certains essayaient de riposter, d'autres de fuir. Kryuk lui-même gisait au sol, tenant son épaule, le pistolet projeté au loin. Varvara se tenait au-dessus de lui, son arme encore fumante. Victor Kryuk, vous êtes en état d'arrestation. Mon père était déjà aux côtés de ma mère, coupant les liens, la serrant contre lui. Ania. Ania, ça va? Elle pleurait, elle tremblait, mais elle hocha la tête. Je vais bien. Ça va, Vissarion. Tu es vivant. Je suis vivant. On est tous vivants. Je m'agenouillai à leur côté, les serrant tous les deux. Mes parents, survivants et ensemble. Autour, le FSB sécurisait le périmètre, passait les menottes aux sbires de Kryuk, appelait les secours. Tout était fini. 25 ans de secret, de peur et de vie clandestine, tout était enfin clos. Les conséquences furent longues. Victor Kryuk fut inculpé d'enlèvement, de tentative de meurtre et d'une douzaine d'autres crimes. Cette fois, il n'y aurait aucune libération conditionnelle. Il mourrait en prison. Ma mère passa une nuit à l'hôpital pour examen. Physiquement elle n'avait rien, mais elle avait subi un choc psychologique terrible. Mon père dut répondre à de nombreuses questions. Bien que le FSB ait autorisé sa mort fictive, il fallait passer par l'enfer bureaucratique, les rapports et les étapes juridiques. Et il y avait moi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ai-je demandé à mon père 3 jours après les événements. Nous étions assis sur le porche d'une planque et regardions le coucher de soleil. 25 ans, papa. Tu aurais pu me dire la vérité. Et alors? Te charger de cela? Te forcer à vivre dans la peur comme je l'ai fait? Il secoua la tête. Tu étais un enfant quand Kryuk est allé en prison, je voulais que tu aies une vie normale. L'université, une carrière, un mariage, des enfants. Je n'aurais pas pu te donner tout ça si tu avais su. Donc tu m'as menti. J'ai omis. J'ai protégé. Il me regarda. Demian, chaque choix que j'ai fait, chaque mensonge, chaque secret était pour ta sécurité. Je sais que cela ne rend pas le mensonge correct, mais je veux que tu comprennes. Je n'ai pas cessé de t'aimer un seul jour. Je restais longtemps silencieux, pensant à mes propres enfants. À ce que je ferais pour les protéger. Mentirais-je? Simulerais-je ma mort? Garderais-je un secret pendant 25 ans? Oui. La réponse était oui. Je comprends, dis-je enfin. Ça ne me plaît pas, mais je comprends. Mon père tendit la main et serra la mienne. Merci, mon fils. 2 ans ont passé depuis cet enterrement. Cet enterrement où mon père n'est pas mort. Cet enterrement qui a tout changé. J'ai maintenant 38 ans. Je suis toujours avocat, mais j'ai changé de spécialité. Moins de litiges d'entreprise, plus d'aide aux familles en situation de crise. Cette expérience m'a changé, m'a fait comprendre ce qui compte vraiment. Mon père a 68 ans. Lui et ma mère ont vendu l'ancienne maison et ont emménagé dans une petite maison au bord de la mer. Ils sont plus heureux que je ne les ai jamais vus libres, enfin, de l'ombre qui pesait sur eux depuis un quart de siècle. Tésia sait tout maintenant. Je lui ai raconté toute l'histoire après l'arrestation de Kryuk. Au début, elle était très en colère contre mon silence, contre le risque que j'avais fait courir à elle et aux enfants en allant à cet entrepôt. Mais elle m'a pardonné, parce que c'est ce que fait l'amour. Il pardonne. Zlata a maintenant 8 ans, Demid 6 ans.
Ils savent que grand-père a été gravement malade pendant un certain temps, mais qu'il a guéri. Ils n'ont pas besoin de connaître le reste. Pas maintenant. Et être jamais. Le dimanche, nous déjeunons souvent chez mes parents. Mon père fait griller de la viande, et ma mère joue avec les petits-enfants. On mange, on rit, on discute de futilités. Une vie de famille ordinaire. Ce que je considérais comme acquis jusqu'à ce que je comprenne à quel point c'était facile de tout perdre. Le fossoyeur, Archip, m'a envoyé une carte pour le dernier nouvel an. Très heureux que tout se soit arrangé, écrivait-il. Votre père est un homme bien. Prenez soin de lui. Je l'ai encadré et posé sur mon bureau comme un rappel. Un rappel que parfois les gens qui vous sauvent la vie sont des inconnus. Que la vérité est parfois cachée pour de bonnes raisons. Que parfois ceux qui sont morts reviennent. Et c'est tout à fait normal. C'est même plus que normal. Mon père et moi nous parlons tous les jours. Pas du passé, nous avons assez parlé de ce sujet, l'ayant examiné sous tous les angles. Nous parlons de l'avenir, de mon travail, de sa retraite, des spectacles scolaires des enfants ou de leurs matchs de football. Des histoires normales entre un père et un fils. La semaine dernière, nous étions assis sur le porche, regardant Zlata et Demid courir après un ballon dans le jardin. Je n'aurais jamais cru que j'aurais cela, a-t-il dit tout bas. Quoi donc, papa? Cette paix. Une famille qui connaît toute la vérité et qui m'aime quand même. Il m'a regardé. Un fils qui m'a pardonné. Tu n'avais rien à te faire pardonner, papa. Si. Je t'ai menti toute ta vie. Je t'ai mis en danger. Je t'ai fait croire que j'étais mort. Tu l'as fait pour me sauver. Ça ne rend pas cet acte correct. Non, mais ça le rend compréhensible. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu es mon père. Quoi que tu aies fait, quels que soient les secrets que tu as gardés, tu es mon père, et je t'aime. Il n'a pas répondu, il a juste serré ma main. Nous sommes restés là dans le silence, regardant les enfants jouer alors que le soleil se couchait à l'horizon. Toute la famille réunie, tout survivant, c'est la seule chose qui a du sens. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle paraît incroyable. Un père simulant sa mort, un fossoyeur avec une clé secrète, un caïd cherchant vengeance après 25 ans. Mais c'est arrivé. Tout, jusqu'au dernier mot. Et je partage cela parce que je crois qu'il y a une leçon ici. La leçon est la suivante, les gens que nous aimons gardent parfois des secrets pour nous. Ils nous mentent, nous cachent des choses, prennent des décisions sans nous consulter. Et sur le moment, cela ressemble à une trahison. Mais parfois pas toujours, mais parfois ces secrets sont gardés par amour. Ces contes de fées sont racontés pour nous protéger. Ces décisions sont prises parce que la personne ne pouvait pas supporter l'idée que nous souffrions. Mon père a fait ça. Il m'a menti pendant 25 ans parce qu'il m'aimait trop pour m'accabler de la vérité. Je ne dis pas que c'était bien. Je ne vous appelle pas à pardonner chaque mensonge ou à faire confiance à chaque gardien de secret. Mais je veux dire ceci, avant de juger, essayez de comprendre. Avant de condamner, essayez d'éprouver de l'empathie. Avant de partir, essayez de voir l'amour derrière ce mensonge. Parce que parfois, quelqu'un vous blesse seulement parce qu'il ne peut pas supporter de vous voir souffrir d'une douleur encore plus grande. Et c'est aussi une forme d'amour. Maintenant, je veux vous demander. Que feriez-vous si vous appreniez que votre parent a simulé sa mort pour vous protéger? Seriez-vous en colère ou reconnaissant? Pourriez-vous pardonner ou perdriez-vous à jamais votre confiance? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. On se revoit la prochaine fois. On est dimanche matin. Les enfants dorment encore. Tésia prépare le café. Mon téléphone vibre un message de mon père. On arrive pour le petit déjeuner, on apporte les fameux blinis, crêpes russes, de maman. Je souris. Je réponds, la porte est ouverte. 1 heure plus tard, nous sommes tous assis autour de la table de cuisine. 3 générations. Des blinis, de la confiture, des rires et de l'amour. Mon père croise mon regard et fait un clin d'œil. Pas mal pour un mort, hein? Chuchote-t-il. Je ris. Nous rions tous. Et la vie magnifique, complexe, merveilleuse continue.